Bonsoir, bienvenue dans le journal sur TV 78. Nous sommes le mardi 4 février, voici les titres de cette édition. Le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines accueille ce soir le spectacle Les Diables de Michel Schweitzer et de la compagnie L'Oiseau-Mouche. À cette occasion, une conversation croisée théâtre et handicap est proposée tout à l'heure avant la représentation. La page dédiée aux élections municipales à Villepreux, il sera candidat pour un troisième mandat. Stéphane Mirambeau conduira la liste Ensemble, allons plus loin dans une ville minée par les tensions entre élus. Et puis 65 communes labellisées villes et villages fleuris en 2019. La cérémonie annuelle d'attribution se déroulait en fin de semaine dernière à Saint-Cyr-l'École. Et c'est d'ailleurs avec ce reportage que nous débutons ce journal. Les Yvelines, seule collectivité à avoir le titre de département fleuri en Île-de-France, elle aide les communes à bénéficier de ce label ville et village fleuris. Marilène Pichino. 65 communes labellisées dans les Yvelines en 2019. Le département est d'ailleurs le seul à avoir la distinction de département fleuri d'Île-de-France. Engagé depuis 45 ans, il aide les communes à accéder à leurs premières fleurs avec un système de pétales. Avant de se présenter à la région, nous accompagnons les communes progressivement en les récompensant au fur et à mesure de leur progression. Et au 5e pétale, nous estimons que la ville ou le village est prêt à être présenté au jury régional pour recevoir sa première fleur. Mais par contre, on manque un petit peu de communes rurales. Les communes rurales sont trop timides, trop timorées, alors qu'elles font parfois des choses extraordinaires avec très peu de moyens. Des communes rurales qui ne sont que 21% à participer à ce label, et parmi elles, Boinville-de-Gaillard, commune de 620 habitants, qui vient justement d'obtenir son 5e pétale et sera ainsi présentée au jury régional en 2020. Le fruit d'un travail créatif. On a créé un jardin potager, un verger, on fait des endroits sympathiques où les gens puissent venir et se rencontrer, quoi, bien sûr. Plus que les pétales, le département se démarque par ses trophées spéciaux pour continuer d'encourager la dynamique des villes et villages déjà fleuris. La commune de Coignères, 2 fleurs au compteur, a remporté les trophées Cœur de Ville et sa mairie fleurie et Maillage, Centre, Trottoir et Pied de Mur fleuris, la récompense d'une équipe d'une 15aine de personnes. Ça permet vraiment de relever des défis en permanence et ce qui permet d'avancer. Ça, c'est certain, c'est vraiment une incitation à toujours faire mieux. 113 communes yvelinoises sont inscrites dans le dispositif Villes et Villages Fleuris. Pour la saison 2020, les inscriptions au label et au trophée du département s'ouvriront en avril-mai pour des visites du jury tout l'été. Parmi les villes labellisées, 9 ceux en sont de Saint-Quentin en Yvelines. Magny-les-Hameaux fait partie des 3 communes à obtenir une 2e fleur. Un spectacle ce soir au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. La compagnie de L'Oiseau-Mouche présente sa 50e création, Les Diables. Représentation ce soir et demain à 20h30 et c'est mise en scène par vous, Michel Schweitzer. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Alors ce mardi soir, juste avant cette représentation, il y a à 19h une conversation croisée qui est organisée sur le thème théâtre et handicap et c'est en collaboration avec le théâtre Eurydice ESAT de Plaisir. On en parle aussi avec Richard Letertre. Bonsoir. Bonsoir. Qui est le directeur de ce théâtre. Pour le présenter, c'est un établissement de services et d'aide par le travail où il y a une 60aine de personnes en situation de handicap psychique qui sont accompagnées pour exercer notamment dans les métiers du spectacle. La question alors qui sera posée ce soir dans cette conversation croisée, l'une des questions, parce qu'il y en aura plusieurs, c'est comment faciliter l'accès à la culture pour ces personnes en situation de handicap, c'est ça ? C'est ça, c'est la question centrale. On la développe, on peut la développer. Quels sont les objectifs du coup Les de cette objectifs, conversation ? c'est de permettre à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à la culture, soit en tant que spectateur, soit en tant qu'acteur. Et la question que va se poser, qui est posée là avec les Diables qui sont représentés ce soir, c'est comment des personnes, des artistes en situation de handicap peuvent pouvoir avoir accès à des plateaux de théâtre tels que le théâtre de Saint-Quentin, scène nationale. Puisqu'on précise que pour la compagnie de l'Oiseau-Mouche, c'est une troupe de comédiens en situation de handicap. Il y a 23 comédiens qui composent cette troupe et c'est unique en France, le fait qu'il n'y ait que des comédiens en situation de handicap ? Oui, un ESAT comme ça, oui, je crois que c'est le seul en France. Et puis c'est le... Il y a le théâtre Eurydice qui est aussi un ESAT, avec des comédiens. Qui œuvre aussi dans ce sens. En fait, il y en a 5 maintenant en France. Mais c'est vrai que l'Oiseau-Mouche est le premier et le plus connu probablement des ESAT
artistique et culturelle. Et on le disait, cette compagnie qui présente sa 50e création, il y a déjà une renommée à son actif. Pourtant, il n'empêche que certaines portes restent encore fermées aujourd'hui, notamment la programmation du Festival d'Avignon, la programmation IN qui n'a pas retenu les Diables dans cette programmation. Je sais pas, c'est qu'il y avait déjà une compagnie, la compagnie de Madeleine Loire, qui est en Bretagne et qui est déjà venue plusieurs fois présenter des choses à Avignon. Donc voilà, on va dire que ça n'arrivait pas au bon moment, cette création en mars dernier. Mais c'est vrai que ça aurait mérité de gagner une visibilité à travers sa présence au Festival d'Avignon pour cette compagnie, oui. Ça c'est clair. Alors d'autres questions seront bien sûr évoquées ce soir, notamment qu'est-ce que peut créer une personne en situation de handicap? Comment vous travaillez, vous, justement, au Théâtre Eurydice de Plaisir sur cette question de la création? En tant que metteur en scène, je n'ai pas l'impression de travailler tellement différemment. Ce qui nous porte, je pense qu'on partagera ça, ce qui nous porte, c'est le projet. C'est ce qu'on a envie de dire artistiquement, et on le dit avec les personnes avec qui on travaille, avec les comédiens avec qui on travaille, qui, je répète, sont de véritables comédiens professionnels, même s'ils n'ont pas fait le conservatoire. Ils ont une pratique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans pour certains. Ils ont travaillé avec plein de metteurs en scène différents, et finalement ils ont appris leur métier de cette manière-là. Ils jouent sur les scènes, ils connaissent les enjeux du texte et de la répétition, ils connaissent les enjeux de la deadline, ils connaissent les enjeux du rapport au public, du stress qui va avec. Si on regarde l'envoyé spécial, on voit beaucoup la question du stress, mais qui finalement est partagée par tous les comédiens, quels qu'ils soient. Donc finalement, il n'y a pas tant de différence pour l'artiste, pour le metteur en scène, pour travailler avec eux, enfin, moi je trouve. Par contre, il y a le regard du public qui peut vraiment différer, quoi. Et surtout, je dirais, comment ça fait bouger les esthétiques. C'est un peu ça, mais c'est le Festival Imago. Est-ce que vous êtes d'accord justement avec complètement. J'ai passé plusieurs semaines avec eux jusqu'à cette création en mars dernier, et à l'issue de cette création, qui s'est plutôt très bien passée, et cette expérience finalement avec eux, cette collaboration avec eux, après j'ai eu du mal pendant quelques semaines à me dire que j'allais pouvoir facilement retravailler des personnes ordinaires. C'était un petit peu compliqué pour moi. Depuis, ça s'est nettoyé, mais voilà. Parce que c'est vraiment se retrouver dans une forme de collaboration dans un milieu qui est quand même assez particulier, où tout est redistribué, c'est-à-dire la notion de temps, de frustration, d'effort, d'imaginaire, d'interrelation, etc. Donc c'est une sacrée expérience. Ça a été une sacrée expérience par rapport à l'invitation qui m'a été faite. Parce qu'on précise d'ailleurs que la compagnie de l'Oiseau-Mouche est une troupe qui n'a pas de metteur en scène attitré. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à travailler avec eux? Vous le dites, c'est une expérience enrichissante, mais avant, qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire des expériences, c'est-à-dire mettre le pied dans des choses que je ne connais pas. C'est comme ça que je sens que je me développe, je me maintiens dans une belle verticalité en termes d'humanisme. Et donc, quand je suis venu en 2016 faire un premier stage d'approche par rapport à cette compagnie, et puis j'en ai refait un autre en 2017, et en 2018, j'ai dit au directeur de l'époque, Stéphane Frimac, que j'étais prêt à faire une création avec 7 de ses comédiens, puisqu'il a bien fallu faire une audition, et sur les 23, j'en ai invité que 7, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Alors, les Diables qui sera présenté ce soir et demain évoquent le métier de comédien. Il interroge aussi sur le rôle de spectateur. Et je crois que vous avez demandé à vos comédiens de faire comme s'ils ne jouaient pas, c'est ça? Ça, c'est un peu inhérent à ma manière de travailler. Oui, j'avais devant moi vraiment des comédiens professionnels avec des automatismes de comédiens, etc., des choses déjà un tout petit peu formatées suivant l'ancienneté des uns et des autres. Et donc je leur expliquais que oui, dans le travail que je développe, j'aime bien que les personnes soient au plus près d'elles-mêmes, dans une forme d'authenticité et de vérité assez troublante, en leur expliquant que je réduis comme ça l'écart qui peut exister entre la scène et la salle. Et donc on a développé une forme où ces comédiens, finalement, on les voit d'abord comme des humanités. Et puis effectivement, on peut déceler à certains moments le métier qu'ils ont, à des degrés variables. Et puis aussi la lecture qu'ils ont du monde et le rapport qu'ils ont au monde qui s'exprime un peu à travers certains moments de cette pièce. Voilà pour quelques clés pour la suite. Venez tout à l'heure à cette conversation croisée. Elle débute à 19h ce mardi soir au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Et je précise que ce sera suivi à 20h30 du spectacle Les Diables. Une deuxième représentation est également prévue demain, mercredi, toujours à 20h30. Merci Richard Le Tertre, merci Michel Schweitzer d'être passé en plateau pour en parler.
C'est une start-up en plein développement, une success story en devenir, implantée à Montigny-le-Bretonneux. Exode Games, c'est un éditeur de jeux de société créé en 2017. Cette société connaît une forte croissance grâce au développement notamment de son jeu Jurassic World, développé en collaboration avec Universal. Les détails de Nicolas Dandry. C'est la nouveauté et le succès 2019 d'Exode Games, le jeu Jurassic World développé par cette start-up créée en 2017 et installée à Montigny-le-Bretonneux. Spécialisée dans l'édition de jeux de société, elle s'est associée à Universal pour créer ce wargame. Vous allez créer votre faction, développer votre deck de cartes pour constituer votre armée et faire un scénario que ce soit juste faire un objectif ou alors affronter humains et dinosaures ou incarner un dinosaure, ce qui est assez rare. Grâce à Jurassic World, Exode Games a multiplié par 3 son chiffre d'affaires, 1 demi-million d'euros récoltés avec les ventes. Les équipes sont passées de 3 à 6 collaborateurs avec notamment l'arrivée en avril 2019 de Marion, graphiste designer. Ça peut être de la position de texture, ça peut être de la créa complète en imaginant un visuel de carte, ça peut être de la mise en place d'éléments, par exemple pour une boîte de jeu ou ce genre de choses. C'est assez varié en fait. Mais par exemple, aller chercher de la texture d'herbe brûlée, des arbres, de la pierre et tout, assembler ces éléments pour créer un environnement, on va dire, logique et en même temps assez esthétique. Exode Games a lancé aussi Exode Conception pour les prototypes et les figurines 3D et Exode Studio pour de futurs projets. On a quelques pistes pour développer aussi certains jeux en jeux vidéo, voire en film d'animation. Donc on essaie de toucher à tout ce qui est vraiment le métier de l'entertainment qui tourne autour du jeu en général ou de l'animation. Et on espère que d'ici 5 ans, oui, on aura développé un studio de jeux vidéo. Objectif pour Exode Games dans les prochaines années, à réaliser 10 à 15% de croissance par an. Il était de passage sur TV 78. Arnaud de Samer a été reçu par Mélanie Poquet dans l'émission VYP. L'humoriste qui s'est fait connaître grâce notamment à l'émission On ne demande qu'à en rire est originaire des Yvelines. C'est à Trappes qu'il s'est formé au sein de la compagnie d'improvisation Déclic Théâtre. Une rencontre lors d'un spectacle à l'UVSQ qui a changé sa vie. Écoutez. Je ne me doutais pas qu'en allant voir ce spectacle à la fac, donc à 300 mètres d'ici. En face de nos studios. Voilà. Je me doutais pas que ça allait changer ma vie, ouais, mais au sens littéral, vraiment, ça a changé. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a fait ce déclic ? En fait, quand j'ai vu ce spectacle, déjà, je me suis beaucoup marré. Et puis, c'était très ludique. Il y avait plein les matchs d'impro, ces deux équipes avec des maillots de hockey sur glace, un arbitre. C'était très coloré, très ludique et puis je voyais des gens vraiment prendre beaucoup de plaisir à faire ce spectacle et nous spectateurs on riait aux larmes. Je me suis dit tiens, c'est quelque chose, je savais qu'il y avait un cours d'impro, il y avait quelque chose qui était organisé à la fac, donc dès le lendemain je suis allé m'inscrire et c'est là que j'ai rencontré les gens qui m'accompagnent encore aujourd'hui, qui allaient devenir plus que des amis, ma famille artistique et voilà, et puis ça a changé ma vie puisque quelques années plus tard j'ai décidé d'en faire mon métier même. Une émission à retrouver en intégralité ce mardi soir à 20h sur TV78, rediffusion également vendredi à 20h, une émission à retrouver aussi sur tv78.com. Être celui ou celle qui réussit à franchir le plus grand nombre de blocs ce week-end, Vertical Art à Montigny-le-Bretonneux a organisé son deuxième Harder, Bolder, Stronger, une compétition d'escalade. Près de 200 passionnés se sont affrontés pour le plaisir. Retour avec Mélanie Poquet. 50 blocs à gravir, à réaliser. Les pratiquants seniors de blocs s'étaient donné rendez-vous ce week-end à Montigny-le-Bretonneux, des adhérents du groupe Vertical Art et des passionnés. Je suis pas au max, mais ça va. Et les voies sont sympas, donc ouais, c'est très cool. Je grimpe ici depuis 2 ans et que je participe à toutes les compétitions qu'ils font. Ouais, c'est dur. Non, j'étais pas forcément prêt à avoir cette difficulté-là. Après, je grimpe que depuis 4 mois. Mais je m'attendais à pouvoir sortir des blocs un peu plus durs. J'ai un esprit de compétition très très développé et j'aime ça. Le dépassement de soi, la motivation, l'entraînement qui est toujours dur et puis la réussite des fois aussi et la compétition surtout. 7 niveaux de difficulté, des novices aux experts, près de 200 personnes se sont confrontées au deuxième Harder, Boulder, Stronger, un contest initié par la salle Vertical Art de Montigny-le-Bretonneux.
Des passages, des problèmes à réaliser dans une salle d'escalade. Donc c'est des parcours d'escalade qui culminent à 4 mètres de haut. Donc on enlève toute la partie harnais, baudrier d'escalade, etc. Juste short, chaussons d'escalade. Et l'objectif est d'arriver par un chemin de prise. 2000 € de lot ont été répartis entre les différents vainqueurs. Une 3e édition est déjà en train de se préparer. La page dédiée aux élections municipales pour refermer cette édition. Il a annoncé sa candidature en juin 2018. Rodolphe Bary conduit la liste Ensemble Agissons pour Guyancourt et poursuit sa campagne. Marilène Yapichino et Mélanie Poquet. Il tracte tous les week-ends devant les commerces. L'équipe de la liste Ensemble Agissons pour Guyancourt, menée par Rodolphe Bary, considère ce rendez-vous comme incontournable pour venir à la rencontre des habitants. Ça se passe plutôt bien, on a un bon accueil de la part des Guyancourtois, donc tout le monde nous prend nos tracts et puis certains s'arrêtent pour échanger. Globalement, franchement, on a vraiment un très très bon accueil. Une liste sans étiquette et indépendante, d'anciens membres de la majorité ont été séduits, notamment par la volonté de faire des efforts pour la jeunesse et la démocratie locale. Je crois qu'aujourd'hui, tous les citoyens sont en attente justement de ça, d'avoir une place dans la vie de leur ville, dans la vie de la société, et plus que ce soit 2-3 personnes qui décident pour eux. Une démocratie locale avec la volonté de créer des conseils de quartier, mais aussi un accent mis sur le développement durable avec un maire adjoint dédié et l'élaboration d'éco-quartiers. Enfin, le programme qui sera bientôt dévoilé souhaite mettre l'accent sur la tranquillité publique. Pour nous, la tranquillité publique, ça commence par la prévention. C'est incontournable. Prévention, mais aussi renforcement du nombre de caméras de vidéoprotection et renforcement aussi du nombre de policiers municipaux. Plusieurs mouvements politiques de centre-droit lui ont apporté son soutien non demandé mais accepté par le candidat qui ne les affichera cependant pas dans ses tracts. Dans la commune de Guyancourt, 4 autres listes sont déclarées à ce jour. À Villepreux, c'est un duel à 5 aussi qui se profile pour ces élections municipales. Bonsoir Stéphane Mirambeau. Bonsoir monsieur. Vous êtes le maire sortant de la commune, vous serez candidat à un 3e mandat, vous qui avez été élu pour la première fois en 2008 et vous conduirez la liste Ensemble Allons Plus Loin. Vous indiquiez pourtant en septembre ne pas vouloir vous représenter suite aux défections, aux nombreuses défections qu'il y a eu au sein de votre conseil municipal. Pourquoi changer d'avis? Pourquoi y aller finalement? Tout simplement parce que quand on est maire d'une ville, moi j'ai travaillé sur un projet en 2008, tout est long, tout prend du temps, il y a déjà des choses encore à faire. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, on voit, et beaucoup de maires le disent, le deuxième mandat, le mandat qui vient de passer de 2014 à 2020 a été extrêmement dur. Donc il y a eu des résultats qui ont été obtenus sur la ville, évidemment, mais on se rend compte que certaines promesses, certaines choses pourraient être faites et pourraient mettre à mal ces différents. Donc on rentre dans une période de grande difficulté et je pense qu'un maire expérimenté doit être là pour rester le seul maître à bord. Et puis la troisième des choses, je dois vous le dire, il y a tellement eu de personnes qui ont tout fait pour que je ne me représente pas, que moi j'aime pas qu'on décide pour moi, et donc j'ai voulu simplement dire je suis encore là, et si je souhaite partir un jour, c'est moi qui le déciderai. Alors, ces tensions que l'on a senties dans la commune, notamment lors de votre cérémonie de vœux vendredi dernier, il y a aussi ces 2 plaintes qui vous ont visé pour harcèlement sexuel l'été dernier, qui sont toujours en cours d'instruction actuellement. Ça ne vous a pas fait hésiter dans le fait de vous représenter? Non, parce que je remets en cause ces différentes plaintes, je remets en cause tout ce qui a été dit. Il y a eu, comme je l'ai dit d'ailleurs si vous étiez là lors de la cérémonie des vœux, il y a eu une instrumentalisation, il y a eu une manipulation, je la rejette en bloc et c'est pour ça que je suis là. Moi vous savez, je suis un maire qui dit la vérité depuis 2008. C'est quelque chose, j'ai beaucoup de défauts sûrement, mais je dis la vérité et je n'admets pas qu'on remette en cause mon honneur et c'est pour ça que je suis là. Et j'ai voulu aussi me représenter dès le mois de septembre, c'était important aussi à le dire, devant l'irresponsabilité de certains élus qui étaient avec moi, qui sont en face de moi aujourd'hui, qui ont rendu leur délégation et il n'y avait qu'une seule chose à faire. Quand on aime la ville comme je l'aime depuis 2008, il fallait être là, il fallait reprendre les rênes et heureusement que je les ai reprises, sinon je pense que la ville serait dans une situation extrêmement difficile encore aujourd'hui. Quid de votre liste, justement, avec ces départs que vous évoquez au sein de votre équipe municipale? Est-ce que vous avez trouvé l'ensemble de vos colistiers? Est-ce que cette équipe est complète aujourd'hui? Oui, elle est complète et c'est une grande satisfaction. Quand j'ai souhaité me représenter, repartir, c'était aux environs du 22 novembre, vous vous retrouvez, vous regardez derrière vous, vous êtes tout seul. Et donc la première priorité, c'est évidemment de constituer une liste. Elle s'est formée relativement vite, elle s'est accélérée au début de l'année 2020. Nous sommes 35, c'était ouvert le 24 janvier. Donc en 2 mois, la liste s'est composée avec des gens qui sont avec moi, qui me soutiennent totalement et qui se reconnaissent dans le projet que j'ai voulu défendre depuis 2008 et
le bilan que je porte aujourd'hui. Vous étiez, Stéphane Mirambeau, le premier maire des Yvelines à vous revendiquer La République En Marche. LREM a justement investi un candidat qui sera face à vous pour ces municipales. Ça veut dire que c'est sans étiquette que vous vous présentez face aux électeurs pour cette élection ? De toute façon, je me serais représenté sans étiquette, car c'est ce que je défends. Depuis 2008, j'étais maire sans étiquette. Pourtant, j'étais membre très actif de l'UMP. Par contre, je défendais que gérer une ville, ça n'appartenait ni à la droite ni à la gauche. Quand on parlait d'écoles, de parcs, etc. Il peut y avoir différentes sensibilités au sein Exactement. Et donc, c'est pour ça que en 2014, j'ai refait exactement la même chose, car il n'y avait aucune raison de changer cela. Et en 2020, je repars évidemment sans étiquette. Je n'avais de toute façon demandé le soutien à personne, ça c'est important. Et quand les gens me rejoignent, je leur demande simplement de n'être ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Je ne leur demande pas leur courant de pensée, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'ils s'engagent et qu'ils se mobilisent pour la réussite de la ville. À mes côtés, bien sûr. Vos projets pour Villepreux, quels seront-ils ? Est-ce que c'est poursuivre des projets déjà lancés, en lancer de nouveaux pour cet éventuel troisième mandat ? Oui, alors ça c'est une des choses... La gestion d'une ville, c'est une suite. Et on ne peut pas, tous les 6 ans, moi je trouve ça d'ailleurs très très drôle, qu'on dise alors quel est le programme que vous allez faire ? Comme si tous les 6 ans, il fallait absolument qu'on se remette autour d'une table et que très vite, qu'on fasse une grande liste pour séduire le plus possible de gens autour de projets. On écoute les gens, on dit tiens, ce sera bien pour vous. Et les gens vous disent oui. Et on est très content de cela et on met une grande liste. Moi, j'aurais juste une petite remarque là-dessus. Au cours de mon premier mandat, 2008-2014, il y a 3 projets qui ont été faits. C'est le V-Parc, c'est la médiathèque et c'est les premières acquisitions des terrains de la pépinière. Et bien justement, je ne les avais pas mis dans mon programme parce que ce qu'on demande aujourd'hui à un maire, c'est pas de promettre, c'est de savoir s'adapter à une situation, de voir quelles sont les opportunités et savoir ce qu'il faut faire pour une ville. Donc il y a le programme, c'est très bien. Moi, je m'appuie sur le bilan qui a été le mien et que je porte depuis 2008. Et puis, ce sera dans la suite. Moi, je ne vais pas arriver et promettre des choses pour faire plaisir aux gens, comme ce que j'entends aujourd'hui. Il y a des promesses qui sont totalement irréalistes. Elles ne pourront pas être faites tout simplement parce que les finances de la ville ne le permettent pas. Moi, c'est la suite. Quand je veux redynamiser le village par un lieu qui sera à la fois... on va transférer l'école de musique, on va pouvoir mettre des animations, on va pouvoir mettre des marchés, on va redonner de la vie et on va pouvoir, dans une autre zone de ce même endroit, pouvoir tester des choses, faire un tiers-lieu. Il y a beaucoup de gens de ce village qui nous disent « Vous ne pensez plus à nous, il n'y a plus de commerce. » Il n'y a pas de commerce car il n'y avait pas de parking. Ben justement, il y a du parking aujourd'hui et on va pouvoir tester des nouveaux commerces qui vont pouvoir être mis en place à des tarifs extrêmement compétitifs. Et la même chose, pourquoi je ne l'avais pas fait avant ? Tout simplement, c'est pour ça que ça a du sens, le programme que nous allons porter, parce qu'il fallait construire la nouvelle école pour pouvoir justement utiliser ce lieu pour faire autre chose. Et c'est tout cela, la cohérence du projet que je porte, c'est de ne pas promettre des choses nouvelles pour faire plaisir, mais donner du sens à un projet par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce qu'il faut faire dans les prochaines années. Dernière chose, en 30 secondes, je sais que c'est très compliqué, vous êtes également quatrième... parce que c'est très compliqué. Vous êtes 4e vice-président de 50 ans en Yvelines. Villepreux a intégré cette agglomération au cours de ce dernier mandat. Quel regard vous portez sur cette intégration ? Est-ce qu'elle est totalement réussie ? Est-ce qu'elle est à améliorer ? Alors, ça a été extrêmement dur parce que moi, c'est vrai que je ne viens pas de l'Interco. C'est quelque chose de nouveau qui a été pour moi, pour la ville. J'ai mis du temps, ça a créé quelques tensions. Par contre, aujourd'hui, je reconnais que les 12 maires ont su s'entendre pour porter un projet commun. 50 ans en Yvelines est une réussite. Moi, je suis ravi d'être le vice-président en charge du budget et des finances, car je sais que c'est le nerf de la guerre. Je suis ravi d'être vice-président et d'être membre d'une intercommunalité qui porte le développement économique et l'environnement comme priorité. Par contre, et pour Villepreux, c'est vrai que nous n'avions pas cette histoire avec vous. Nous sommes au nord, nous sommes situés au nord de cette intercommunalité. Et il faudra encore travailler pour que les Villepreusiens et les Villepreusiennes se sentent réellement membres de cette intercommunalité. C'est tout l'enjeu. Également, faire mieux connaître Saint-Quentin en Yvelines pour les prochaines années. Merci Stéphane Mirambeau, maire sortant de Villepreux, candidat pour ces élections municipales avec la liste Ensemble Allons Plus Loin. 4 autres listes seront en lice face à vous, celle de votre ex-adjointe Sylvie Sevin-Montel, de Jean-Baptiste Amonic, de Valérie Bain et de Kouros Golgolab. On retrouve bien sûr l'ensemble des rendez-vous de campagne sur notre site internet tv78.com. Direction Morpa pour terminer afin de connaître les enjeux de ces élections municipales. Justement, zone Paris-Ouest, reconstruction de la piscine, urbanisme et carrefour de la Malmedonne. On fait le point avec Mélanie Poquet.
C'est un sujet qui a provoqué de nombreux remous sur la précédente mandature. En avril 2015, le centre nautique de Maurepas reste porte close. Son état d'usure est mis en avant pour justification. Un site sportif qui accueillait 170 000 utilisateurs par an, dont 40 000 scolaires des communes de Maurepas, Elancourt et Coignères. Après de nombreux recours faits par l'opposition, le contrat de délégation de service public a été signé le 6 janvier 2020. Le projet doit sortir de terre en 2022. Une zone d'activité, bientôt aussi zone d'habitat. Paris-Ouest à cheval sur Maurepas et Coignères va progressivement changer de visage. Un écoquartier de 800 logements continue de voir le jour. La première pierre du projet a été symboliquement déposée en avril 2018. Coulées vertes centrales, des places de stationnement, matériaux biosourcés ou encore domotique dans les logements. La résidence de Maricourt doit être livrée fin 2020. Le projet complet devrait lui prendre fin à l'horizon 2030. Des constructions pour augmenter le taux de logements sociaux. Maurepas en compte actuellement 17,5%. La loi oblige les communes à en avoir 25%. Un bétonnage présenté comme trop important par l'opposition. Autre enjeu qui concerne plusieurs communes, le carrefour de la Malmedonne. Attendu pour 2026, le réaménagement du site prévoit son enfouissement. La Verrière, Maurepas et Coignères, actuellement séparées par la Nationale 10, seront ainsi reliées. Et d'ailleurs, l'actualité des élections municipales à retrouver dans l'émission 7-8 politique ce soir sur TV 78, juste après ce journal, et juste après aussi l'émission 7-8 culture présentée par Aurélie Ronze. Voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV 78.